Soyez bienvenus, merci pour votre fidélité à International. Cette émission réalisée par TV5 Monde, RFI, en liaison avec le quotidien Le Monde. C'est un événement religieux mais aussi politique que vient de connaître l'Égypte. Le pape François y a effectué une visite ces 2 derniers jours, 17 ans après Jean-Paul II. L'objectif, c'était de renouer un dialogue avec l'islam, bien sûr, mais aussi de soutenir les chrétiens d'Orient visés par des attentats de l'État islamique. On se souvient au début du mois des 2 attentats qui ont fait 46 morts. Ehab Badaoui, ambassadeur d'Égypte en France, merci d'être sur ce plateau. Nous allons décrypter ensemble cette visite, le sens politique, religieux, je le disais, et vous allez répondre donc aux questions de Sophie Malibaud de RFI et de Christophe Ayad du Monde. Avant de vous entendre, revenons sur ces 2 jours de visite avec des temps forts et des images qui vont marquer l'histoire. 17 ans après Jean-Paul II, le pape François foule le sol égyptien pour une visite éclair qu'il veut accomplir en pèlerin de paix, selon ses propres mots. 3 semaines seulement après 2 attentats contre des églises coptes qui ont fait 45 morts et revendiqués par le groupe État islamique, la visite du chef de l'église catholique se déroule sous très haute surveillance. Des blindés dans les rues et des militaires déployés sur l'ensemble des sites religieux. Sur les édifices, de nombreuses pancartes souhaitent la bienvenue au pape. Je vois cette visite comme un élargissement de la paix pour le monde entier. Le monde a faim de paix, de stabilité, de sécurité et de calme. Le monde est fatigué à cause du sang innocent versé. Après un bref entretien privé avec le président Abdel Fattah al-Sisi, François retrouve celui qui est à l'origine de son voyage, le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb. La longue accolade entre les 2 hommes sonne comme une réconciliation entre le Vatican et les musulmans d'Égypte, après plusieurs années de brouille, provoquées par des propos polémiques de Benoît XVI en 2006, qui avait associé l'islam à la violence. Seule la paix est sainte et aucune violence ne peut être perpétrée au nom de Dieu, parce qu'elle profanerait son nom, lance pendant son discours le pape François, venu porter un message d'unité entre les religions. Voilà pour les images des temps forts de cette visite. Ehab Badaoui, quand on voit cette visite, c'est d'ailleurs la 2e fois seulement qu'un pape se rend dans votre pays, en Égypte. Qu'est-ce qui a changé? Il y a une réconciliation, il y a une mise en garde sur les chrétiens d'Orient qui sont visés par ces attentats. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette visite? Il y a un défi extraordinaire. Il y a ce terrorisme qui sévit dans cette région du monde, des gens innocents qui se trouvent tués tout simplement parce qu'il y a des fous qui considèrent que leur religion leur impose de tuer des innocents. Vous savez, en Égypte, depuis 1990, l'Égypte a ses initiatives pour combattre ce terrorisme. On demande à la communauté internationale d'intervenir. C'est pas ce fléau, on ne peut jamais le confronter seul. Malheureusement, la communauté internationale n'a pas été assez réactive à ce message. Et aujourd'hui... Vous voulez dire qu'elle n'a pas été assez solidaire de l'Égypte? Certainement, oui. Et jusqu'à il y a quelques années. Et s'il y a un message fort de cette visite du pape, c'est vraiment ça. C'est ce message de solidarité, ce message de paix et de tolérance que l'Égypte est en train d'essayer de répandre dans sa région. Ehab Badaoui, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qui peut être fait de plus pour protéger les Coptes en Égypte? Quand on voit qu'une visite aussi dangereuse, un tel défi que la visite du pape en Égypte est un succès, puisqu'il n'y a pas eu d'incident, comment expliquer que les Coptes soient ainsi aussi vulnérables aux attentats et qu'ils subissent régulièrement des agressions? Non seulement les Coptes. On a du terrorisme en Égypte qui tue des officiers de police, des officiers militaires, des juges même. C'est un terrorisme qui vise tous ceux qui sont là pour le combattre. Donc, vous avez les officiers, que ce soit de police ou de l'armée, également les juges, et puis aussi... Qu'est-ce que ce terrorisme cherche? Qu'est-ce qu'il vise? C'est de diviser cette société. Mais vous voulez dire qu'il n'y a pas une réponse particulière à apporter à cette demande des Coptes d'être mieux protégés? Non, mais bien sûr. Mais les Coptes, ils sont égyptiens. L'Égypte s'en charge de leur protection. Elle le fait bien. On a des défis. Nul au monde n'est à l'abri d'un attentat terroriste.
Nul au monde n'est à l'abri d'un attentat terroriste. Je vous le répète. Par contre, en ce qui concerne l'Égypte, nous, on a fait ce combat seul. Le Sinaï, en 2013, il y avait 25 000 terroristes. Aujourd'hui, on considère qu'ils sont presque 1500. Malheureusement, vous n'avez rien vu ici. Vous n'avez rien vu de tout ça. Vous n'avez pas vu que 64 églises ont été brûlées en Égypte durant cette période. Mais nous, on était là, on a notre vécu. Cette Égypte-là, ce président de la République a été au Nouvel An copte s'excuser en disant on n'a pu que reconstruire que 60 églises des 64, alors que l'Égypte a tous ses défis économiques. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a beaucoup à faire, mais à faire ensemble. Il y a ce travail extrêmement important que les hautes autorités religieuses, comme le Vatican, comme Al-Azhar, puissent faire ensemble. C'est extrêmement important, ce message dans les esprits des jeunes, qu'il faut vraiment les protéger de ces messages de haine, d'obscurantisme. Mais il y a également ce travail je veux dire, le financement. Mais ces terroristes, on sait qu'il y a du pétrole qui se vend par des terroristes, mais il y a certainement des gens qui l'achètent. Il faut se demander ces questions, il faut arrêter tout cela. Et puis, il y a le combat militaire, bien entendu. Monsieur l'ambassadeur, vous parliez de la situation dans le Sinaï, en disant que vous avez réduit de 25 000 à 1500 le nombre de terroristes. Pourtant, vu de l'extérieur, parce qu'on ne peut pas avoir accès au Sinaï, on a l'impression qu'il y a des parties de plus en plus importantes de ce territoire qui échappent au gouvernement égyptien. Qu'est-ce qui se passe exactement sur le terrain? Parce que les attaques sont quasiment hebdomadaires ou quotidiennes. Alors, non, je ne suis pas d'accord, puisque... Non, mais c'est une question, puisque on peut pas, la presse ne peut pas aller dans le Sinaï pour des raisons de sécurité, mais on a l'impression de loin que les attaques ne diminuent pas, au contraire. Non. Alors là, je ne suis vraiment pas d'accord et je vous invite à vérifier la fréquence des attentats, mais aussi la densité de ces attaques. L'Égypte a connu au Sinaï des attaques qui ont été perpétrées par 200 miliciens terroristes et qui ont fait 100 morts. Ça, on n'en a plus. Certes, il y en a toujours des attentats terroristes, mais d'un niveau nettement moindre, que ce soit dans l'intensité ou la fréquence. Sachez aussi que le Sinaï, c'est quand même 6 fois le Liban. Donc, quand on parle du Sinaï, on parle d'un territoire énorme. Alors, il y a une seule petite partie, un triangle au nord-est, donc du Sinaï, qui est le triangle Rafah, Sheikh Zoued, El Arish. C'est là où il y a vraiment le danger. Le reste, moi, je vous invite à aller à Sharm el-Sheikh dès ce soir. Et on ira ensemble. Et vous risquez, mais vraiment rien. Et comment... le Sinaï est un territoire théoriquement démilitarisé. L'Égypte s'est longtemps plaint de ne pas pouvoir envoyer autant de moyens militaires qu'elle le souhaitait à cause des accords de Camp David. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Égypte peut envoyer qui elle veut, autant de forces qu'elle veut, ou il y a toujours des limitations? Écoutez, il y a les accords Camp David et on les respecte parfaitement, mais l'Égypte mène ce combat terroriste avec les moyens nécessaires pour confronter ces terroristes. Donc vous n'avez pas de demande particulière par rapport aux accords de Camp David et au fait de pouvoir envoyer plus de troupes sur place? Non, on a besoin de solidarité. Est-ce que Israël... De qui la solidarité? Voilà, de qui? De tout le monde. De tout le monde. Vous avez un voisin... J'ai besoin que vous alliez en Égypte en tant que touriste demain et que vous aidez l'économie égyptienne donc à surmonter ces handicaps. Christophe s'interrogeait sur Israël. Vous avez un voisin dans le Sinaï qui est Israël. Est-ce qu'il coopère dans cette lutte antiterroriste? Écoutez, en ce qui concerne Israël, on a des accords de paix qui sont là pour durer. On les a très bien testés des deux côtés. Et les deux États, les deux gouvernements, à tout moment, ont toujours eu la sagesse et le sang-froid d'avoir cette paix en tant que vraie priorité. Donc cette paix, elle est là pour durer. Cette paix va faire bénéficier encore à cette région
et l'Égypte est tout à fait mais monsieur l'ambassadeur, là il ne s'agit pas de la paix, qui n'est pas remise en cause effectivement, mais de la lutte contre les groupes djihadistes dans le Sinaï. Est-ce qu'Israël participe d'une manière ou d'une autre à cette lutte? Certainement pas. Et l'Égypte est un État souverain, une armée quand même qui fait partie des plus importantes. Et donc, elle s'en charge de combattre le terrorisme vous qui est sur son territoire. Monsieur l'ambassadeur d'Égypte, vous comptez sur qui? Puisque vous dites qu'il y a un défaut de solidarité. Donc, Israël, compte tenu des accords de Camp David, n'intervient pas. Vous comptez sur quelles autres forces? Non, mais moi, je vais vous donner quelques exemples concrets. Quand en 2013-2014, on avait ce combat contre le terrorisme, il y a des équipements militaires nécessaires que l'Égypte n'arrivait pas à avoir, qui étaient nécessaires pour ce combat. Et quand je vous dis une solidarité, mais c'est une solidarité globale. Moi, je veux bien, encore une fois, vous voir aller en Égypte et aider cette économie égyptienne et s'assurer que vous êtes en train de confirmer à ces gens-là, à ces terroristes, que ce qu'ils font ne mène à rien et qu'au contraire, cette économie, elle tient et cette union de ce peuple égyptien perdure. Je voudrais revenir un instant tout de même sur cette visite qui vient de s'achever du pape en Égypte. Il y a eu tout ce volet de la visite avec Al-Azhar, l'université Al-Azhar, qui est une énorme institution, grande institution représentative du monde sunnite, qui se trouve donc au Caire. Il y a eu la rencontre avec le grand imam Al-Tayeb. Et on sait que le général Sisi essaye de pousser à la réforme du discours religieux. Mais quelquefois, il y a quelques frictions entre Al-Azhar et le maréchal Sisi. Quel est le rôle du président Sisi par rapport au discours religieux? Alors, bon, je ne suis pas nécessairement d'accord avec le fait qu'il y a des frictions, mais il est vrai que le président de la République, à maintes reprises, a évoqué le discours religieux et le fait que ce discours religieux nécessite d'être revisité. On n'est pas en train de réinterpréter le Coran. La religion est là, mais il y a eu, à un moment donné, une mauvaise interprétation du même Coran. Et cette mauvaise interprétation, elle n'a plus lieu à rester. Donc, il faut vraiment revisiter tous je parle de manuels scolaires, je parle de contenu pédagogique pour les imams. Quand vous avez un des problèmes de l'Égypte, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des lois qui vous donnaient une certaine exemption de taxes si vous faites au rez-de-chaussée une mosquée. Et alors, l'imam était la dernière des priorités de ce propriétaire. Donc, on trouvera quelqu'un. Et ces gens-là, où est-ce qu'ils trouvaient ce message? Ils le trouvaient sur des chaînes satellitaires, sur des livres obscurantistes qui venaient d'ailleurs, qui n'ont rien à voir avec ce message de tolérance et de paix qu'a le vrai islam. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Al-Azhar joue ce rôle de message de l'islam tolérant, de paix. Ça a toujours été le message de cette religion. Jamais on a demandé à quiconque de tuer au nom de la religion. Alors d'où vient ce courant wahhabite, ce courant qui est très extrême? C'est l'Arabie Saoudite? Qu'est-ce qui est fait pour Non, empêcher... je ne parle pas nécessairement de courant wahhabite. Pourquoi vous me faites dire ce que j'ai pas dit? D'où vient ce discours extrémiste? Il vient de ces chaînes satellitaires que quelques sociétés occidentales portent sur leurs satellites, tout simplement. Oui, mais les chaînes, elles ne sont pas occidentales, elles sont faites par des salafistes. Tout à fait. Saoudiens, arabes, souvent, pas seulement saoudiens. Mais s'ils n'auraient pas trouvé de satellites pour les porter, nous, on les aurait jamais eus. Mais vous n'auriez pas non plus... Mais est-ce que vous parlez avec l'Arabie, par exemple, les pays dont sont originaires ces prêcheurs? Non, mais ces prêcheurs-là, ils existent chez moi, ils existent en Égypte. Il ne faut pas chercher vraiment à responsabiliser un État. Il y a un vrai problème, il y a des gens qui interprètent mal cette religion.
que ce soit en Égypte, ailleurs, que ce soit au Mashrek, au Maghreb, au Golfe, partout. Il y en a. Et nous, notre vrai devoir, c'est de s'assurer que ce message ne passe pas, que vos satellites ne portent pas ce contenu, que chez moi, les mosquées, il n'y ait plus d'imams que d'Al-Azhar, des gens qui savent de quoi ils parlent. On se souvient de la brouille qu'il y avait eu lorsque, notamment, l'ancien pape Benoît XVI avait estimé que l'islam était porteur de violence. Ce message-là, à travers le monde, on voit qu'il est encore très présent dans l'opinion publique, compte tenu des attentats, compte tenu de ce qui se déroule. Et si vous êtes un bon croyant, vous voyez le pape du Vatican, vous voyez cette magnifique accolade, vous vous dites c'est pas vrai. Vous savez, il y a le plus qu'on est ignorant, le plus qu'on se méfie. Et le plus qu'on comprenne les réalités, qu'on sache de quoi il s'agit, là on est plus compréhensible et plus solidaire. Moi, je vous dirais tout simplement, je suis un musulman qui se considère modéré, qui a vécu dans une famille musulmane extrêmement ouverte. Mes parents m'ont livré aux jésuites. J'ai été puni une fois par un des pères parce que je n'avais pas bien étudié mon Coran. C'est ça l'Égypte que j'ai connue. Et c'est cette Égypte-là que je souhaite retrouver très prochainement. Monsieur l'ambassadeur, combattre le terrorisme en Égypte, c'est quoi? Est-ce que c'est combattre quelques milliers d'extrémistes qui sont cachés dans le Sinaï ou dans d'autres régions, qui commettent des attentats? Ou est-ce que c'est combattre aussi un mouvement, les Frères musulmans, qui ont été déclarés terroristes, mais qui représentent quand même 25 à 30% aux élections? Donc ça veut dire presque un quart, voire un tiers de la population. De quelle élection vous faites? Je parle des élections de 2012, par exemple, Non, ils avaient même, au présidentiel, ils étaient majoritaires. Ils ont été majoritaires au second tour, disons. Mais au passé. Mais qui représentent un courant important dans la société égyptienne. Est-ce que la lutte contre le terrorisme peut être aussi vaste? Est-ce qu'on peut s'attaquer à un mouvement qui a représenté des millions de personnes et non pas quelques milliers d'extrémistes? Alors, je risque de vous choquer en vous disant qu'à un moment donné, je me suis demandé, et pourquoi pas voter Frères musulmans? C'était après une magnifique révolution, et je me suis dit, pourquoi pas? Et si on essayait? Maintenant, la question ne se pose plus. Maintenant, donc moi, j'ai failli, bon, je ne l'ai pas fait, mais j'ai failli faire partie... Pourquoi? Et pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui vous séduisait? À ce moment-là, non, à ce moment-là, je me suis dit, bon, on a un représentant de l'État classique, le dernier Premier ministre de M. Moubarak, et un frère musulman. Pourquoi pas? Finalement, bon, j'ai pas eu... Le jour du vote, j'ai voté à l'autre candidat. Mais j'ai failli faire partie de cette majorité durant le temps. Aujourd'hui, la question ne se pose même pas, ni pour moi, ni pour plein d'autres Égyptiens. Il est vrai que cette confrérie existe en Égypte depuis les années 20. Il est vrai que cette confrérie avait joué un rôle social extrêmement important, qui a profité des lacunes du gouvernement et elle a pu le remplacer en faisant des gains extraordinaires, mais ça, c'est une image du passé. Aujourd'hui, moi, je vous dis, il n'y a aucun... Il reste les frères musulmans, mais il reste le noyau dur. Mais les sympathisants, ils ne sont plus là. Encore une fois, je vous dirais que, en ce qui concerne, juste 2 mots sur les frères musulmans, en ce qui concerne les frères musulmans, moi, j'étais porte-parole à la présidence de la République et je me rappelle parfaitement ce jour où j'ai dit... Les frères musulmans, moi j'en ai des amis et des gens dans ma famille. J'ai rien contre. Et l'Égypte n'a rien contre eux. Tous ceux qui n'ont pas du sang sur les mains, ils sont invités à participer dans la vie politique égyptienne. Alors, Monsieur l'ambassadeur, nous allons faire une pause. C'est une règle sur les antennes de TV5 Monde et de RFI. Et on vous retrouve dans 2 minutes après cette pause d'actualité, notamment sur RFI. À tout de suite.
International, TV5 Monde, RFI avec le quotidien Le Monde qui reçoit aujourd'hui Ehab Badaoui, ambassadeur d'Égypte en France. Première question après cette pause autour de la situation des frères musulmans. Christophe Ayat. Monsieur Badaoui, on parlait de la question des frères musulmans en Égypte. Il a été question à un moment que l'administration Trump déclare cette organisation terroriste. Ce qui changerait quand même beaucoup de choses dans leur financement, etc. Et puis il semble que maintenant, l'administration Trump hésite. Quel est votre point de vue sur la question? Le président Sisi a été à Washington. Et est-ce que finalement, vous avez l'impression que Trump ne tient pas cette promesse ou enfin cet espoir? Moi, je ne peux vous parler que de l'Égypte. Et je vous dirais que l'Égypte considère que cette organisation, cette confrérie est une confrérie et une organisation terroriste. Bon, les États-Unis nous feront savoir à tous leur position. Mais vous estimez que ça vous faciliterait le travail s'ils le faisaient? Nous, on considère que du moment que vous avez une organisation qui a tué des gens, qui a utilisé la politique pour... quand on parle des Coptes, moi, c'est pas cette Égypte que je veux voir. Je veux bien une Égypte riche, avec cette diversité. Nous, on est tous... Les Égyptiens sont tous des Coptes. Vous le savez. On est essentiellement Coptes. Si vous êtes égyptien, c'est ça la signification du mot Copte, c'est égyptien tout court. Et moi, je veux que mon pays reste tel quel, avec toute cette richesse. Il n'y a rien qui puisse nous offenser, nous, Égyptiens, que voir un officiel occidental dire « écoutez, nous, on va accueillir ces gens chez nous ». Non, ne choisissez pas la solution simple. Faites le choix difficile. Assurez-nous tous que ces gens-là pourront rester chez eux. Je ne parle pas des Coptes, mais je parle de tous les autres chrétiens dans la région. Nous, on refuse que les Coptes soient vus en tant que minorité chez nous. On refuse qu'ils soient vus en tant que des protégés par l'État. Ils sont des Égyptiens à part entière, point. Monsieur l'ambassadeur, je reviens encore sur Monsieur Trump et la politique internationale. L'Égypte est contente de la politique mise en œuvre par Donald Trump, ou vous êtes déçu, ou par exemple, voilà, on a un bilan, ça fait 100 jours. Quelle est votre appréciation de l'action menée par Trump? Il a fait des décrets anti-immigration qui visent un certain nombre de pays musulmans ou arabes, mais pas l'Égypte. Il a bombardé la Syrie. Quelle est votre appréciation? Écoutez, je ne suis pas là nécessairement pour commenter la politique américaine, mais je vous dirais tout simplement, notre président de la République a visité dernièrement les États-Unis. Sachez que c'est la première visite d'un président égyptien depuis 2004. Donc, depuis 13 ans. Et donc, les relations entre l'Égypte et les États-Unis, qui ont toujours été des relations vraiment stratégiques, avaient beaucoup de mal durant ces dernières décennies. Sous Obama, ça s'est pas très bien passé. Tout à fait, tout à fait. Alors que on se rappelle tous du discours du président Obama au Caire en 2009 et toutes les ambitions qui étaient là. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République a eu une visite extrêmement importante donc aux États-Unis dernièrement, que nous on considère que les relations entre les deux pays sont au beau fixe et on ne peut qu'être assez optimiste pour l'avenir. Monsieur l'ambassadeur, pour revenir sur la situation intérieure, alors, puisque vous faisiez référence tout à l'heure aux frères musulmans qui avaient à une époque donc une forte emprise dans le pays du fait justement de leur action sociale, aujourd'hui, est-ce que la meilleure solution pour faire pendant et éviter que ce soit toujours la même chose qui émerge au moment des élections, ce ne serait pas de laisser se constituer une opposition laïque, une opposition au général Sisi, au gouvernement actuel, plutôt que finalement mettre une chape de plomb sur absolument toute velléité de contestation? Bon, moi
Votre question, c'est plutôt la scène politique égyptienne. Tout à fait. Il est vrai que nous, on n'a plus de parti politique fort. C'est un résultat de plusieurs décennies de pouvoir qui a considéré qu'il ne fallait pas qu'il y ait des partis politiques forts. Oui, mais enfin, depuis 2011, il aurait pu se passer des choses qui fassent qu'une force se reconstitue. Oui, et on en a des partis. Le parti Ouavd, il est toujours là. C'est le parti le plus... Mais vous avez le parti Al-Nour également. Vous avez d'autres partis. Sachez que le président de la République n'a pas de parti non plus. Et il y a beaucoup de gens qui auraient souhaité qu'il ait son parti, mais c'est ça la situation. Et nous, c'est un héritage, en fait. Et je peux vous dire qu'il y aura une évolution dans ce sens, mais c'est un travail de longue haleine qui va durer un peu et qui va s'imposer, certainement. Christophe Ayad, Le Monde. Monsieur l'ambassadeur, il y a quand même un problème. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme critiquent une répression qui maintenant s'abat sur toute opposition. Ça a commencé par les frères musulmans, et puis après... la gauche, les militants de la Révolution de 2011, etc., etc. On a l'impression qu'en Égypte, on ne peut pas contester, pas seulement dans la rue, mais même en parole, ou critiquer le pouvoir sans finir, d'une certaine manière, en prison. Il y a quand même un problème. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez, il y a deux îles, Tiran et Sanafir. Donc, deux îles que l'État égyptien a considéré qu'elles étaient plutôt saoudiennes, d'après ce qu'on a. Il y a un juge qui a considéré qu'elles étaient plutôt égyptiennes. Un juge qui fait partie de l'État, dans le sens large du terme. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que on a eu notre vécu. Vous parlez aux Égyptiens aujourd'hui. Je vais vous raconter une anecdote assez intéressante. En répondant à la question de Christophe. Oui. J'étais à la place Tahrir et j'ai trouvé quelques jeunes Égyptiens qui manifestaient avec des panneaux écrits en anglais et en arabe. Bon, vous savez que l'université américaine n'est pas loin de place Tahrir. Et il y avait un menuisier qui passait avec sa Vespa, qui s'est arrêté d'un coup et puis qui a dit « Jeune homme, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Laissez-moi travailler. Laissez-moi nourrir mes enfants. Si vous avez tout, moi, j'ai rien. S'il vous manque tout simplement de manifester et de parler de vos droits de l'homme, moi, je veux nourrir ma famille. » C'est ça la priorité aujourd'hui de la majorité des Égyptiens. Alors, dans le contexte actuel, est-ce que ça veut dire qu'il faut sacrifier des libertés publiques au nom de la sécurité ? Pas du tout. Mais est-ce que moi, est-ce que je peux vraiment accuser la France du cas Théo, par exemple ? Mais pourquoi vous ne voyez pas qu'il se peut qu'il y ait des bavures? Pourquoi vous ne voyez pas qu'il se peut qu'il y ait des exactions? Pourquoi vous n'imaginez pas que dans l'état d'urgence, il y a parfois... On arrête des gens, ça arrive, on arrête des gens injustement, mais on ne peut pas se permettre de ne pas les arrêter si jamais ils sont un vrai danger. Ça se passe en France, ça se passe en Égypte, et puis aussi, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas la même formation. N'imaginez pas qu'un soldat égyptien est aussi bien formé qu'un soldat français. Il a les mêmes outils, les mêmes équipements. Pour revenir sur le purement politique, mais si vous me permettez, juste deux mots. Le peuple égyptien a fait 2 révolutions en moins de 3 ans. Il connaît la rue. Si jamais il n'est pas satisfait, il prend la rue. Sachez que ce peuple qui a prouvé qu'il était vraiment mature, qui a décidé que l'islam politique n'a plus sa place en Égypte, si jamais il considère qu'il y a des vraies exactions, il n'y a rien et personne qui va l'arrêter. Donc vous imaginez qu'aux prochaines échéances, il y ait la possibilité d'assister à un véritable débat politique avec une alternance possible? C'est ce qu'on souhaite. Et dans ce cadre-là, parce qu'il y a des journalistes qui se font arrêter, il y a une véritable difficulté de tolérer la liberté d'expression dans le pays. Comment est-ce qu'une force politique peut émerger dans ces conditions? Alors, quand vous êtes journaliste qui fait un autre métier et vous vous faites arrêter, je peux comprendre que
on peut vous arrêter. Mais il n'y a rien qui justifie d'arrêter un journaliste. Par contre, si... non, mais parce qu'il y a des gens qui font d'autres métiers quand même, et vous le savez assez bien, et parfois ils se font arrêter en utilisant le métier de journaliste. Mais d'autres métiers, vous voulez dire, ces gens-là sont souvent qualifiés d'espions ou de choses comme ça? J'ai rien dit, mais je vous dis que, comme vous le savez, il y a d'autres gens qui font d'autres métiers en se présentant en tant que journaliste. Et moi, je parle d'un cas bien spécifique, mais de toute façon, moi, tout ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que l'Égypte a passé une période extrêmement difficile. Qu'est-ce que vous comparez l'Égypte à qui? À la Suisse ou à la Norvège ou à la France? Moi, je la compare à l'Irak et à la Syrie et à la Libye. Non, on fait référence par exemple aux attentes qu'il y avait lorsqu'il y a eu Moubarak a quitté le pouvoir. Bien sûr, et elles sont là. À ce moment-là, il y avait des attentes. Quelquefois, on a l'impression que les bénéfices de la révolution sont retombés à zéro. On est revenu un peu à une ambiance du temps de Moubarak, avec des gens qui surveillent les uns les autres, une police quand même très, très non, mais sourcilleuse. Elles sont toujours là. Et il nous faut aujourd'hui un État fort. Sinon, on est à la situation de l'Irak ou de la Syrie ou de la Libye. Mais est-ce que vous croyez que la tolérance des Égyptiens va durer longtemps? C'est en fonction de nos défis. Qu'est-ce qu'on a? Je vous explique la situation. On a un terrorisme au Sinaï, on a un terrorisme en Libye, à côté, 1200 km de frontières communes, et on est un pays de 92 millions d'habitants. Madame, si on s'écroule, nous, on fera énormément de dégâts dans la région. Avec 2-3 millions de Libyens ou de Syriens, on a tous beaucoup de mal. Alors imaginez le diamètre si l'Égypte s'écroule, ça ferait vraiment un diamètre énorme de dégâts dans la région. Monsieur l'ambassadeur, vous parlez de vos voisins, on ne mentionne pas, on l'a fait tout à l'heure rapidement, Israël. Et il y a actuellement une grève de la faim des prisonniers palestiniens qui d'ailleurs ont le soutien d'une partie de la population. Votre pays a été l'un des premiers à signer la paix il y a une quarantaine d'années. Où en sont les relations aujourd'hui? Est-ce que c'est une sorte d'ignorance réciproque ou est-ce que vous pouvez peser diplomatiquement pour la situation notamment de ces prisonniers? On a des relations diplomatiques avec Israël. De quelle qualité? Non, d'une assez bonne qualité. Ouais. Oui. Non. C'est des relations qui sont là et on a notre ambassade. Eux, ils ont la leur chez nous. Bon. Il y a une situation bloquée avec les Palestiniens. Pour reprendre la question de Philippe Dessin, on a un peu l'impression que l'Égypte et d'autres pays arabes ont abandonné la cause palestinienne. Non. La cause palestinienne, non. La cause palestinienne, ça fait partie des... je veux dire, c'est le dossier central du monde arabe. C'est la cause centrale de tous les pays arabes. En même temps, je veux dire, qui est dans cette communauté internationale prête à agir? À part la France, qui essayait, et nous on était là, on était à côté, mais c'est les États-Unis que tout le monde attend. Voilà. Sadat disait 99% des cartes sont aux États-Unis. Cette semaine, Mahmoud Abbas rencontre Donald Trump. Vous attendez une relance du rôle des États-Unis? On l'espère, et on ferait tout pour que ce soit le cas. Quel est l'état de vos relations avec le Hamas à Gaza, dans la bande de Gaza? Parce qu'il y a eu quand même une franche hostilité entre... est-ce que ça s'améliore? Est-ce que vous avez l'impression que le Hamas, qui va publier une nouvelle charte, est en train d'abandonner les frères musulmans et de rentrer dans un jeu politique, ou alors vous n'y croyez pas et la Palestine reste coupée en deux entre la bande de Gaza et la Cisjordanie? Écoutez, on ne peut qu'espérer que les Palestiniens puissent se réunir. Et l'Égypte serait prête à aider. Elle fait un effort déjà dans ce sens. On a eu nos moments difficiles avec le Hamas. Je crois que les choses vont mieux. Et
on ne peut que souhaiter que ces relations-là se développent et puissent contribuer à cette réunification palestinienne et puissent donc contribuer à ce processus de paix. Vous considérez que le Hamas n'est plus un mouvement terroriste ? Le Hamas est une mouvance palestinienne qui a ses... nous, on a toujours eu nos réserves là-dessus et on considère que dans un futur proche, ils auront la possibilité de nous confirmer qu'ils sont vraiment un acteur qui pourrait être un acteur pour la paix dans la région. Monsieur l'ambassadeur, vous parliez tout à l'heure de la frontière avec la Libye. Ce pays est depuis 5 ans dans un mélange d'anarchie, de guerre civile. Quelle est la solution? Est-ce qu'il faut soutenir le gouvernement Sarraj, ou bien cette solution des Nations Unies a échoué et il faut soutenir Monsieur Haftar, le général Haftar, comme le fait l'Égypte, qui, lui, est un homme fort et voudrait régler le problème par les armes? Il faut se demander qu'est-ce qu'on souhaite en Libye, qu'est-ce qu'on souhaite voir. C'est en fonction de vos priorités et de vos inquiétudes. Qu'est-ce qui nous inquiète le plus en Libye? Le terrorisme. Alors, si vous êtes capable d'éloigner ce terrorisme de la frontière égyptienne, vous êtes quelqu'un qu'on apprécie. Si vous êtes prêt à combattre le terrorisme et vous avez vraiment les capacités de le faire et vous l'avez prouvé, vous avez certainement le soutien des Égyptiens. Pas de l'État égyptien, de tout le peuple égyptien. Et en ce qui concerne le processus de Skhirat, nous, on le soutient parfaitement. On soutient M. Sarraj. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos inquiétudes en ce qui concerne nos frontières. Est-ce que la priorité, c'est pas la réconciliation entre ces deux tendances, le gouvernement Sarraj et le général Haftar? Certainement. Est-ce que les Russes jouent à ce sujet un rôle important? Écoutez, toute la communauté internationale joue à ce sujet un rôle, donc en essayant de pousser vers un consensus. Il y a malheureusement quelques pays dans la région qui n'aident pas nécessairement ce processus. Vous savez, nous, en Égypte, on considère qu'on a atteint ce niveau de maturité où on dit l'islam politique n'a plus sa place donc, sur la scène politique égyptienne. Vous pensez à qui? La Turquie? Non, je parle même de la situation en Libye. Je dis l'islam politique. Nous, on n'aime pas les islamistes. Oui, mais vous dites on ne les aime pas en Égypte. De pays dans la région qui n'aident pas. Vous pensez à qui? La Turquie? Non, je vous invite à voir les... bon, il y a du pétrole qui se vend, il y a des financements qui passent, il y a des livraisons d'armes, il y a beaucoup de services qui ont bien vu tout cela. Et nous, on s'attend à ce que... Bon, c'est quoi ce terrorisme qui est là? C'est des armes et du financement. Alors, ces armes-là... Mais vous visez quel pays, monsieur l'ambassadeur? Mais non, mais ils sont connus, les pays. Moi, je ne suis pas là pour les énumérer. Mais sachez que... et vous les connaissez, même en me demandant la question. Mais moi, ce que je vous demande, et là, le message, c'est que il faut qu'on bouge. Il ne faut pas permettre à cette situation de perdurer. Vous avez mentionné rapidement, dans les pays qui étaient en grand désordre, la Syrie, il y a... un jeu très fort de la part des Russes. Comment vous voyez l'avenir de la Syrie, notamment du maintien du clan de Bachar el-Assad? Quelle est la position de l'Égypte? Alors, nous, nos priorités en Syrie, c'est vraiment le maintien de ce territoire, l'intégralité du territoire syrien, les institutions syriennes, l'armée syrienne, parce qu'on a vu que dès que ces frontières changent ou dès que ces armées ne sont plus là, alors le pays est tout de suite dans un chaos extraordinaire. On est pour une solution politique de la crise syrienne et vous savez, les pays, il y a des pays qui ont, je ne sais pas comment dire ça en bon français, mais qui ont, je parle par exemple, je prends l'exemple de la Somalie. L'exemple de l'Afghanistan. Quand est-ce qu'on va récupérer ces pays vraiment
comme ils étaient auparavant, j'en sais rien. Si je vous ai bien compris, Monsieur l'ambassadeur, vous trouvez que la Russie joue un rôle positif au Proche-Orient? Alors, la Russie bénéficie d'une absence de quelques forces importantes. Il y a un vide et elle le remplit, oui. Et elle le remplit bien ou c'est un rôle négatif? Elle le remplit et dans pas mal de cas, il est bien. Alors, comment on peut être ami avec Poutine et Trump? Parce que Mais pourquoi vous voyez qu'il y a nécessairement un... sur la Syrie, par exemple, on a vu qu'il y avait... c'est même Trump qui dit les relations n'ont jamais été aussi mauvaises. La dernière attaque chimique n'a pas obtenu le même type de relation du côté russe et du côté américain. Oui, mais en même temps, sur ces dossiers-là, bon, vous savez, c'est pas la peine que je vous parle de l'historique de l'Irak et de ce qui s'est avéré après. Nous, on considère que l'intérêt américain de la région est déjà un bon signe, que les États-Unis soient... parce que ce qui s'est passé auparavant, durant ces dernières décennies, c'est qu'on a senti les Américains se retirer carrément de la situation. Mais en même temps, il ne faut pas s'attendre à ce que on est des amis, mais c'est pas toujours consensuel tout ce qu'on peut avoir ensemble. Et c'est justement cette amitié qui permet d'avoir des points de vue en majorité convergents, mais dans pas mal de cas divergents. Monsieur l'ambassadeur, vous n'avez pas répondu sur la Syrie, donc vous préconisez une solution politique, mais avec le régime actuel, ou c'est le préalable qu'ils doivent maintenant partir, Bachar, après les accusations d'utilisation de gaz? Et pourquoi est-ce que vous souhaitez que je me mette à la place du peuple syrien? Pourquoi est-ce que vous avez bien un point de vue, vous êtes diplomate. Non, mais mon point de vue, c'est que le peuple syrien ait son propre choix, et j'espère que la communauté internationale aura cette même attitude. Il faut faire confiance au peuple, il faut les laisser choisir et faire leur propre choix. Monsieur l'ambassadeur, par rapport au peuple français qui doit faire un choix dans une semaine, est-ce que l'Égypte a une préférence ou des craintes par rapport à un des candidats ou l'autre? Vous avez bien fait des notes diplomatiques. Ben écoutez, on a des relations extraordinaires avec la France et depuis très longtemps. Et sachez que l'Égypte va respecter tout choix que ferait le peuple français. On s'en doute bien, mais il n'y a pas une préférence. Est-ce que l'élection de Marine Le Pen serait une bonne chose pour l'Égypte? Écoutez, le choix des Français serait respecté. Ne me demandez pas de choisir entre deux Français que je sais bien que chacun d'eux tient à cette relation avec mon pays. Et nous, de même, on y tient. Donc, quiconque serait choisi par le peuple français serait respecté par l'État égyptien. Quelle est votre perception aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que Marine Le Pen, ça signifie le retrait de la France de l'Union européenne ou pas forcément? Comment est-ce que vous le percevez? Écoutez, il y a eu quelques nuances en ce qui concerne cette question et... encore une fois, là, je vous dirais, si le choix de la France serait de se retirer, on y tient tellement à ces relations avec la France. Et on gardera et nos relations avec la France et avec l'Union européenne, et on y tient à tous les deux. Donc vous n'avez pas non plus de parti pris pour une Union européenne forte qui rassemble un maximum d'Européens? Non, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ces élections françaises ont été un vrai défi pour tous les ambassadeurs accrédités à Paris et qu'on a écrit des notes extraordinaires où les sages ont dit « on n'y comprend rien ». Comme le pape. Les sages. Ouais, c'est ce qu'a dit également le pape. Merci, monsieur l'ambassadeur d'Égypte, d'être venu sur le plateau d'International. Nous nous retrouverons sur TV5 Monde, sur RFI, avec le quotidien Le Monde, la semaine prochaine pour une autre émission internationale, bien sûr.